Bonjour, mon nom est David Simard, médecin de famille à la clinique des 21. Aujourd'hui, je vous fais une petite capsule sur l'insomnie. Pourquoi l'insomnie? Ben parce que c'est une raison de consultation qui est très fréquente au bureau. C'est quelque chose qui a un impact significatif dans la vie des patients. Puis aussi parce que le traitement est pas si simple que ce qu'on pourrait penser. En fait, le traitement le plus efficace puis le plus sécuritaire pour l'insomnie, c'est pas nécessairement de prescrire une pilule. Mais le traitement qui est le plus démontré, en fait, est pas si simple que ça à expliquer dans un rendez-vous médical où on a du temps limité, en fait. Donc, ça peut vite passer à la prescription de médicaments contre l'insomnie. Donc, je voulais faire une capsule pour prendre le temps de bien vous expliquer c'est quoi les avantages et les inconvénients de chacun des traitements pour que vous puissiez avoir toutes les informations que la science nous donne aujourd'hui sur le meilleur traitement, puis prendre une meilleure décision avec votre propre médecin ou avec moi pour qu'on puisse la traiter le plus efficacement possible pour vous. Dans cette capsule-là, en fait, la plupart des informations est tirée des publications du professeur Charles Morin, qui est en fait une sommité québécoise là, en recherche sur les troubles du sommeil. Il a d'ailleurs été nommé officier de l'Ordre du Canada pour ses travaux sur les troubles du sommeil. Je vais mettre les références là, à travers la présentation. Donc, en fait, on va parler de qu'est-ce que c'est l'insomnie, c'est quoi la définition, qu'est-ce qui peut la causer, puis comment on la traite. Donc, premièrement, qu'est-ce que l'insomnie? En fait, l'insomnie, c'est pas un chiffre exact, c'est pas un nombre d'heures de sommeil. Pour 90% de la population, entre 7 et 9 heures, ça va être correct, ça va être suffisant pour eux autres. Alors que pour 10% de la population, d'avoir moins de 7 heures ou plus de 9 heures, c'est correct aussi. Fait que c'est leur nombre d'heures qui peut être correct. Donc, c'est quoi à ce moment-là, l'insomnie, quelque chose qui est anormal, si on ne peut pas savoir si pour nous c'est correct 7 ou 9 ou moins de 7 ou plus de 9? En fait, c'est deux choses. C'est l'insatisfaction en lien avec le sommeil et des problèmes de fonctionnement dans le jour ou dans le moment où on doit être éveillé. Fait que l'insatisfaction en lien avec le sommeil, ça peut être une difficulté à s'endormir le soir, fait que par exemple de l'insomnie d'initiation. Ça peut être des réveils fréquents ou prolongés, fait que de l'insomnie de maintien pendant la nuit, ou un réveil qui est un peu trop tôt, fait que de l'insomnie de réveil hâtif. Puis des problèmes de fonctionnement de jour, par exemple, ça peut être de s'endormir pendant une réunion importante, de s'endormir pendant un film d'action qui nous captive, de s'endormir dans la salle d'attente de la clinique. C'est toutes des choses qui montrent qu'on a des problèmes de fonctionnement de jour reliés avec notre sommeil. Puis ça, c'est en opposition à quelqu'un qui se sentirait reposé le matin, qui demeurerait vigilant toute la journée, ou même quelqu'un qui serait capable de rester éveillé en assistant à une conférence ennuyante dans une pièce chaude après un repas copieux. On s'entend que ça, il n'y a pas de problème de fonctionnement dans le jour. Donc, on porte davantage attention à l'atteinte sur le fonctionnement dans la journée plutôt que le nombre d'heures. C'est ça qui est le plus important. Quelqu'un qui fonctionne très bien, mais qui dort seulement 6 heures par nuit, ne devrait pas s'inquiéter nécessairement de son sommeil. S'il n'y a pas de problème de fonctionnement de jour, qui se couche à 9 heures le soir, s'endort assez facilement, se réveille peu la nuit, se réveille à 4 heures le matin, puis à partir de 4 heures est plus capable de se rendormir, mais que la journée fonctionne bien, bien, probablement que son 7 heures de sommeil qu'il a eu, c'est normal pour lui, puis c'est ça normal. Fait qu'à 4 heures, il faut qu'il se lève, puis qu'il commence sa journée. Versus quelqu'un qui a des heures et des comportements de sommeil qui sont normaux, mais qui a une somnolence importante. Fait que quelqu'un qui dirait moi je dors 12 heures par nuit, j'ai pas de misère à m'endormir, je me réveille pas la nuit, mais dans le jour je suis somnolent, je m'endors n'importe où, ben là ça peut être signe d'autres troubles du sommeil, comme par exemple l'apnée du sommeil, donc ça nécessiterait une consultation. Grosso modo, il y a deux types d'insomnie. L'insomnie intermittente, qui survient juste de temps en temps, versus l'insomnie chronique, qui survient plus à long terme. Donc, l'insomnie intermittente, ça peut être causé par plusieurs choses. Par exemple, une présentation au travail le lendemain qui nous stresse particulièrement. Ça peut nous faire mal dormir le soir, soit qu'on a de la misère à dormir ou on va se réveiller pendant la nuit pour penser à ça. Ça peut être une fin de session à l'école qui est plus difficile, un conflit familial qui vient d'arriver, un rhume, une maladie, une douleur particulière qui vient d'arriver dans notre vie qui fait qu'on dort moins bien, une rupture amoureuse, des menstruations. Des fois, ça peut être cyclique chez certaines femmes lorsque les menstruations surviennent. Ben là, il y a une difficulté particulière à dormir pendant ce temps-là. Ou l'insomnie du dimanche soir. Des fois, la fin de semaine est terminée, la semaine commence, on a toutes sortes de choses à penser, fait qu'on a un peu plus de difficulté à dormir le dimanche, alors que le reste de la semaine, ça va bien. Versus l'insomnie chronique, où ça fait plus de 3 mois que c'est installé. On n'a pas de stresseur particulier, mais on a de la difficulté à dormir plusieurs fois par semaine, puis là, c'est installé de manière chronique.
Fait que l'insomnie intermittente, c'est quelque chose de normal. Faut pas s'inquiéter de ça. Ça arrive à tout le monde de pas bien dormir de temps en temps. Il faut surtout pas s'exiger de toujours bien dormir parce que c'est là qu'on risque de créer l'insomnie chronique à partir de ça. Alors, comment ça se développe l'insomnie chronique? En fait, ça commence souvent par on a un stresseur initial qui peut être un peu n'importe quoi, comme je vous ai nommé tout à l'heure, un problème dans notre vie, un stresseur, une maladie, une chicane, peu importe, qui cause de l'insomnie intermittente, donc qui est passagère de temps en temps. Mais chez certaines personnes, il y a une disparition du stresseur initial, puis le nouveau stresseur devient le sommeil. Donc, on se met à appréhender le sommeil. Fait qu'on se met à se dire, hier, j'ai pas bien dormi, ce soir, il faut absolument bien que je dorme, sinon demain, je vais être fatigué, je vais mal fonctionner au travail, ça va mal se passer. Donc, on appréhende le sommeil, ce qui fait augmenter notre stress. Puis, ben, le sommeil, c'est un laisser-aller. Hein? Ça ne fonctionne pas bien avec le stress. Plus on est stressé, c'est sûr que moins on va dormir. Donc, il y a une diminution du sommeil causée par l'augmentation du stress. Puis, moins on dort, plus on se met à appréhender le sommeil. Puis plus on appréhende le sommeil, plus on augmente notre stress. Puis c'est là qu'on vient dans le cycle infernal de l'insomnie chronique. Pour entrer dans l'insomnie chronique, des fois on peut avoir certains comportements qui vont nous faire exacerber cette même insomnie-là. Donc on a dit qu'on était dans le cycle de diminution de sommeil, appréhension du sommeil, augmentation du stress. Parfois, on peut avoir des comportements de se dire, ben, je vais me coucher plus tôt le soir. Donc, j'ai de la difficulté à m'endormir à 10 heures, je dors pas assez dans ma nuit parce que je me réveille tout le temps, je dors 5-6 heures par nuit, pas plus. Je vais me coucher à 7 heures au lieu de ça. Ou sinon, il y a certaines personnes qui vont dire, ben, je vais essayer de me lever plus tard le matin, je vais retarder mon travail ou la fin de semaine, je vais essayer de me reprendre, je vais me lever plus tard. Ou certaines autres personnes vont dire, ben, je vais faire des siestes le jour. Si je dors moins bien la nuit, je vais me coucher le jour. Sauf que ces trois comportements-là, qu'on pense bien faire avec ça, diminuent notre somnolence de soir. C'est-à-dire se coucher plus tôt le soir alors qu'on n'est pas prêt, qu'on n'est pas dans la somnolence prête de se coucher. Donc, on va être moins somnolent alors qu'on va aller se coucher. Se lever plus tard le matin, ça fait qu'on décale aussi notre cycle d'éveil-sommeil. Donc, quand on va arriver le soir pour se coucher à l'heure habituelle, on va être moins somnolent. Puis faire des siestes dans le jour, en fait, ça nous rend aussi moins somnolent parce qu'on a déjà commencé à faire une partie de notre sommeil le jour. Fait que toute cette diminution de somnolence-là le soir va diminuer notre capacité à avoir du sommeil, puis va entretenir le cycle de l'insomnie chronique encore plus. Donc, c'est des comportements qui sont plus néfastes que bienfaiteurs. Lorsqu'on a de l'insomnie chronique, ça peut avoir des effets, oui, sur notre fonctionnement, on l'a dit plus tôt, mais ça peut avoir aussi des effets sur notre santé. Donc, il y a des effets de l'insomnie à court terme, puis il y a des effets à long terme aussi. Les effets à court terme, c'est ceux qu'on a tous déjà expérimentés avec un manque de sommeil. Donc, par exemple, une diminution de la concentration, de la créativité, ça peut diminuer notre mémoire et ça peut diminuer l'attention qu'on porte à certaines tâches. Mais il y a des effets aussi à long terme sur notre santé qui est un peu moins visible. Ça augmente les risques cardiovasculaires, ça peut augmenter les troubles cognitifs, ça augmente les risques de faire de l'obésité ou du diabète de type 2. Puis ça peut augmenter aussi certains troubles de l'humeur, de dépression et d'anxiété. Dans l'insomnie chronique, comment on traite ça? En fait, il y a deux modalités principales. En fait, il y a le traitement non médicamenteux, puis il y a le traitement médicamenteux, donc les pilules. Comment on compare ces deux modalités-là? Premièrement, qu'est-ce que c'est que le traitement non médicamenteux? J'essaie de vous le résumer, parce que ça peut paraître flou pour certaines personnes, mais c'est comme un ensemble de trucs et stratégies qui nous permettent d'avoir des comportements qui vont faire qu'on va régler notre problème d'insomnie. Je pourrais vous l'expliquer là, davantage en quoi ça consiste, ces trucs et stratégies-là, mais le package, en fait, l'ensemble qui a été le plus étudié dans la science puis qui a été montré le plus efficace, c'est la TCCI, la thérapie cognitivo-comportementale associée à l'insomnie. Du côté médicamenteux, ben, vous les connaissez. Là, j'en mets quelques exemples là. Donc, il y a différentes classes de médicaments, il y a différentes molécules. Il y en a qui sont indiquées directement pour l'insomnie, il y en a qui sont utilisés un peu hors indication, mais que leur effet secondaire cause de la somnolence, donc qui est utilisé comme ça. Il y en existe d'autres que ceux-là, évidemment. Au niveau de l'efficacité, donc comment ça se compare ces deux traitements-là en termes d'efficacité? Le traitement non médicamenteux, on parle d'environ 70 à 80 d'amélioration significative du sommeil, puis un 50 de rémission complète de l'insomnie. Donc, il y a environ une personne sur deux qui va l'avoir complété, qui n'aura plus d'insomnie du tout.
Il y a certaines études qui ont montré que ça pouvait être une TCCI complète pouvait donner plus que 50% de rémission complète, mais en règle générale, le traitement non médicamenteux peut fournir ça. Au niveau du traitement médicamenteux, on parle au niveau du temps d'endormissement, donc le temps que ça prend entre se coucher puis s'endormir, une diminution d'environ 10 minutes en moyenne parmi ces classes de médicaments-là, puis un ajout au temps total de sommeil d'entre 20 et 60 minutes selon les classes médicamenteuses. J'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui vont dire ben voyons, ces chiffres-là, c'est donc bien pas gros, moi j'ai déjà essayé ça, ça fonctionne mieux que ça. En fait, c'est que je parle vraiment du traitement de l'insomnie chronique. Fait qu'en insomnie intermittente, lorsqu'on prend un médicament juste de temps en temps, ça peut fonctionner plus que ça puis donner plus de temps que ça. Cependant, les études ont montré que lorsqu'on les prend plus à long terme, les médicaments viennent qu'à moins bien fonctionner, puis ben, c'est le résultat que ça donne. Une autre chose aussi qui peut faire que les chiffres paraissent moins impressionnants que ce qu'on a en tête, c'est qu'on compare dans les études les médicaments à un médicament placebo. Puis le placebo en insomnie, il est particulièrement efficace. Donc, lorsqu'on prend deux groupes dans une étude, par exemple 500 patients, qu'on leur donne un comprimé d'une molécule qui est étudiée, aux 500 autres patients, on donne un comprimé qui est identique à l'autre, mais c'est un faux médicament. Donc, le faux médicament en insomnie a une efficacité de pratiquement 40%. Donc, il fonctionne quand même très bien. Fait qu'on vient voir qu'est-ce que le médicament nous donne de plus que le faux médicament. Puis, ben, les études montrent que c'est ça. Ça diminue de 10 minutes le temps d'endormissement, puis ça ajoute de 20 à 60 minutes le temps total de sommeil selon les molécules. Donc, c'est vraiment pas tant que ça à long terme. Au niveau des effets secondaires, le traitement non médicamenteux, en fait, il n'y en a pas. Puis au niveau du traitement médicamenteux, selon les risques, selon les molécules, il y a des risques de dépendance, c'est-à-dire que le cerveau s'habitue à avoir cette molécule-là, puis il y a de la difficulté à dormir sans ça. Donc on devient dépendant aux médicaments. Il y a des risques de tolérance, c'est que le cerveau, ça fonctionne bien à une certaine dose, puis à un moment donné, il vient qu'il s'est habitué à cette dose-là, donc il faut augmenter la dose parce que l'ancienne était plus efficace, etc. Il y a des augmentations de chutes et de fractures, surtout chez les personnes âgées avec plusieurs de ces molécules-là. Il y a une augmentation de l'apnée du sommeil également reliée à ça, une augmentation des accidents de la route pour certaines molécules, puis ça augmente le risque de troubles cognitifs pour certaines de ces molécules-là. Ça, c'est sans parler de d'autres effets secondaires qui sont plus éparses là, dans les molécules, la sécheresse buccale, des cauchemars, ou toutes sortes de. Il y a d'autres affaires qui sont spécifiques à chacune de ces molécules-là, des prises de poids, etc. Fait que quand on regarde ça, on se dit, ben, il me semble que c'est évident, là, ça prendrait le traitement non médicamenteux. Pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Ben, il y a des inconvénients au traitement non médicamenteux. Puis le principal, c'est que ça nécessite de la motivation et de la rigueur. C'est qu'il faut les appliquer, les trucs, il faut les comprendre, les stratégies, il faut les faire. Puis ça, ben, c'est pas si évident que ça. Puis la TCCI, donc le traitement le plus efficace et le plus démontré scientifiquement, il est peu accessible au public. C'est qu'il n'y a pas de clinique du sommeil public qu'on peut référer les patients directement en TCCI. Ou les gens qui veulent l'avoir au privé, en fait, elle est quand même très coûteuse. Fait que c'est un frein, c'est une barrière à l'obtenir. Il y a d'autres alternatives que la TCCI qu'on doit se payer officiellement. Ça, je vous en parlerai plus tard. Du côté médicamenteux, bien évidemment, dans les autres inconvénients, il y a le coût d'un médicament qu'on doit payer pendant toute une vie. Puis, il y a des interactions avec certains médicaments ou des conditions médicales qui font qu'à un moment donné dans notre vie, on peut devenir en fait non candidat à certaines molécules. Fait que ça, c'est un tableau récapitulatif des deux traitements. Maintenant, je vais vous faire dans les prochaines capsules, une capsule spécifique sur le traitement non médicamenteux. Donc, c'est quoi une TCCI? C'est quoi les alternatives? Comment on peut se la donner si on ne veut pas payer tout le prix? Comment on peut s'en faire une soi-même? Ou si on est intéressé à avoir le gros package deal puis avoir ce qui est le plus efficace, ben c'est où qu'on peut rechercher pour l'avoir. Puis je vais vous faire une capsule spécifiquement sur le traitement médicamenteux. Fait que c'est quoi les différentes molécules, quels sont les effets secondaires et l'efficacité de chacun d'entre elles, de ces molécules-là. Donc, on suit ça dans les prochaines capsules.